Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Pour commencer, je tenais à vous remercier pour les perfs de la vidéo de cette semaine. On est bientôt aux 1000 vues. Encore merci de suivre la chaîne, ça fait super plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Aujourd'hui, on va voir ensemble du coup quelques points que j'ai partagés dans ma veille technologique dans le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, je mettrai le lien en description. On va se rendre compte que certaines choses, dans la tech peuvent vraiment impacter votre quotidien. Certaines sont plus importantes que d'autres, bien sûr. On va parler vie privée, Windows, Linux, stockage, photo, bref, un bon mix, un petit peu de tout. Et surtout, je vais vous expliquer ça, le plus simplement possible et sans jargon trop technique. Et petit teaser, vous allez voir, il y a un truc qu'on fait tous, tous les jours et qui sert peut-être à rien. Je vous en dis pas plus, on passe dans le vif du sujet. On commence du coup la vidéo par le premier sujet, donc sur le Discord. Refuser les cookies, ça sert à rien. Vous y croyez toujours, vous, que ça sert à quelque chose? A priori, donc il y a un article qui est sorti cette semaine que j'ai vu dans ma veille techno, qui expliquait que le bouton en fait sur lequel on va cliquer tous les jours, ne sert à rien. Grosso modo, quand on clique, dessus, ils nous font croire, qu'on a fait, on va dire, un refus, d'obtempérer pour avoir des cookies sur le PC, pour savoir un petit peu ce qu'on fait et nous proposer, des articles qui nous intéresseraient potentiellement plus que d'autres et cetera. Sauf qu'en réalité, nous, on refuse ça pour pas être envahis et eux, tout simplement, une étude récente a analysé plusieurs grands acteurs du web, Google, Microsoft, Meta et j'en passe, qui, a déterminé que, valait mieux peut-être avoir des sanctions financières plutôt que de perdre de l'argent. Donc, le bouton refuser est pas toujours garanti finalement et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez sur internet, vous allez vous retrouver, avec une navigation qui pourrait être tracée, d'où finalement l'intérêt des VPN et des adblocks. Vos habitudes aussi peuvent être analysées, vos navigations, comment vous naviguez sur les sites, quel temps vous restez sur quel article, et cetera, de manière à vous proposer, de plus en plus de contenu, qui va vous attirer. Alors ça peut être dans un bon sens, comme par exemple l'algorithme YouTube qui va vous proposer de plus en plus de vidéos qui peuvent vous intéresser. Mais ça peut être aussi dans le mauvais sens, par exemple, pour des pubs et cetera. Après, on peut se retrouver très vite avec des pop-up qui commencent à être vraiment ennuyeux. Là, du coup, ça touche un petit peu, à un sujet, large, les RGPD, parce que, normalement, on a une obligation de consentement, on peut modifier nos données, on a le droit d'y accéder, alors que là, je pense pas qu'on ait vu sur quelques cookies que ce soit qui sont posés sur notre PC. Oui, on peut les supprimer, mais enfin, on nous prévient qu'il va y avoir des cookies, mais sans plus, on ne sait pas vers qui et pour qui, sont les cookies. Donc finalement, on a un bouton accepter, refuser qui est qu'un leurre. Le problème, c'est que du coup, ça nous prend, ils nous prennent un peu pour des imbéciles et du coup, ça la décrédibilise, énormément de sites, voire tous les sites en fait. Moi perso, je sais plus à qui faire confiance. Après, je m'en fous, j'ai rien à cacher, mais c'est vrai que je trouve ça pas très honnête, quoi. Et dites-moi-le, est-ce que vous vous faites toujours refuser? Est-ce que vous acceptez sur certains sites parce que vous avez un intérêt particulier ou autre? Je serais curieux de savoir, n'hésitez pas à me le dire un petit peu, en commentaire, qu'on puisse discuter de tout ça et rejoignez-nous, sur Discord, sur l'article pour qu'on puisse vraiment échanger, de manière interactive et en direct. Allez, on passe à la news suivante. Du coup, là, on enchaîne en fait sur 2 news qui sont, la sécurisation de Windows. On est personne, je pense, peut ignorer l'impact qu'il y a depuis, quelque temps, au niveau des piratages et du coup, Microsoft, pour pallier à des failles, notamment au niveau, des bureaux distants,
puisqu'il faut quand même pas se leurrer. Quand on utilise un bureau distance, ça fait un accès potentiel à un poste et du coup, c'est un peu dangereux. On peut se servir du fichier RDP qu'on récupérerait si on est mal intentionné pour accéder à ce poste-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire en fait? Donc ils ont décidé, tout simplement d'avoir beaucoup plus de validation. Donc c'est, dans l'article, c'est noté, hein, ils demandent des validations supplémentaires. Ils veulent, qu'il y ait plus d'avertissements qu'avant aussi. Et surtout, ça va renforcer la sécurité, mais alourdir un petit peu, l'expérience pour l'utilisateur. Donc si vous êtes en entreprise et que vous bossez, sur ce qu'on appelle des TSE et cetera, vous savez de quoi je parle, vous avez dû découvrir ça récemment. La solution, c'est de désactiver du coup certains avertissements, c'est pas la meilleure, ou alors de signer les fichiers .rdp, donc les fichiers tout simplement d'accès distant pour les rendre plus fiables. Ça demande un tout petit peu de mise en place pour les techniciens informatiques, mais par contre ça garantit un brin plus de confort. Alors, on ne retrouvera pas le confort et la rapidité du bureau distant d'avant, mais au moins on est sûr d'avoir quelque chose, on va dire, d'un peu plus fluide et ça permettra de moins impacter l'utilisateur. Donc au final, on gagne en sécurité, c'est pas du coup, on va dire, négligeable, mais on y perd un petit peu en confort. Donc finalement, la question c'est est-ce que vous laissez les alertes ou alors est-ce que vous signez les fichiers si vous êtes tech et que vous passez par là? Je vous pose la question. Personnellement, je pense que à terme, il faudra signer les fichiers. On peut cocher déjà certaines cases pour le moment pour éviter que les PC crient sur les clients. Mais personnellement, je pense que à terme, le mieux, ça sera décocher, enfin plutôt cocher certaines cases et signer le fichier pour que l'utilisateur final soit le moins embêté. Allez, c'était la petite parenthèse Windows, on passe à la suite. On se retrouve toujours sur le Discord. De toute manière, je pense qu'on va passer la vidéo sur le Discord dans la section des articles. Où j'ai trouvé ça dans ma veille techno cette semaine. Et je vous avoue que ça peut vous paraître bête, mais perso, je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. C'était retrouver une notif qu'on avait supprimée. Ça nous est tous arrivé d'avoir une notif, téléphone qui vibre ou montre qui vibre. Quelqu'un vient nous parler, donc par respect, on swipe, on dégage la notification machinalement. Une fois que la personne nous a parlé, on se dit mince, mais elle est où? Et qu'est-ce que c'était? Et on n'arrive pas à la retrouver. Il n'y a plus la pastille sur l'appli pour nous repérer. Donc du coup, on ne sait plus du tout comment retrouver cette notif. Et a priori, donc d'après l'article que j'ai vu, il y a Android qui intègre une historique des notifs. En fait, ça garde une trace de ce qu'on a reçu récemment. Alors, c'est pas toujours activé par défaut sur les téléphones. Il faut parfois aller le chercher dans les notifs et le stockage est garanti environ pendant 24 heures. Pour y accéder, en fait, a priori, ça serait assez simple. Il faudrait aller dans les paramètres, notifs et historique des notifications. D'ailleurs, on va le faire en direct, comme ça, on va voir si c'est vrai. Hop. Alors, tac, j'essayerai de vous mettre mon écran, hein, je vais essayer d'enregistrer. Hop, voilà. Alors, hop. Alors, notification. Notification de l'appareil, peut-être. Alors, accès, utilisation, appli, notification de l'appareil et des applis. Ok. Là, j'ai rien. Ok, c'est pas là. Notification tout court. On va essayer historique de notification. Historique des notifications. Historique des notifications, il est désactivé. Hop, je l'active. Voilà. Obtenir une suggestion d'action. Voilà. Bon, il est activé. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit juste
d'un petit peu de recherche et d'avoir un téléphone compatible. Donc là, ça vous aura permis de voir. Une fois activé, du coup, on pourra revoir les notifs qu'on aura supprimés, classer par appli et par ordre chronologique. Donc ça, je le vérifierai avec le temps. Je vous ferai un retour certainement dans la prochaine vidéo. Après, il y a quand même des limites à ça. Ça fonctionne pas rétroactivement. Ça veut dire que là, je l'ai activé, je pourrai pas retrouver les notifications, d'aujourd'hui. Ça sera que après l'activation. Certaines notifications peuvent ne pas apparaître selon les permissions des applis. Ça, c'est toujours pareil sur tous les téléphones, hein, c'est comme ça. Et on peut ne pas l'avoir. Il y a certains modèles de téléphone qui l'ont pas. Vous inquiétez pas, il existe des applis qui enregistrent les notifs pour vous ou un journal caché via les widgets d'Android, si vous avez une version un peu ancienne. Finalement, Android, est plus futé que ce qu'on le croit. J'aurais jamais pensé avant, avoir un historique des notifs. Maintenant, je sais que je pourrais enfin, retrouver mes notifs. Donc, vous l'aurez peut-être vu mordre, en dessous, de l'article de tout à l'heure. Le suivant, c'est le SSD, le meilleur rapport qualité-prix pour le moment. Si vous avez, un PC lent, que ça vous saoule et cetera, il y a une solution simple, si vous en avez bien sûr la possibilité sur la carte mère, c'est, d'ajouter un SSD NVMe. Ça sera, on va dire, le type de SSD qui vous fourniront, le plus de perf. Contrairement aux SSD 2,5 pouces qui, eux, fourniront un petit peu moins de perf, forcément, de par le fait que c'est pas du tout le même type de connectique et le même type de débit. Donc là, avec le Samsung 990 EVO, actuellement, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il est compatible PCI Express 4 et 5. Côté perf, environ 7 Go par seconde en lecture et 6 en écriture. Donc, vous obtiendrez un démarrage hyper rapide, des applis qui vont se lancer beaucoup plus rapidement, voire instantanément, sans parler des transferts de fichiers. Tous ceux qui utilisent des SSD, je pense qu'on est nombreux. Vous savez très bien que bien souvent, on est plus bridé par le matériel qu'on va brancher sur nos PC et sur lequel on transfère les informations que par nos SSD. En tout cas, en général, c'est plutôt ça. Heu, Vous avez vraiment des performances avec ce SSD qui vont être proches, de d'un PC premium, tout simplement parce qu'il a des performances premium. Dans les numériques disent, que le prix du coup, par rapport aux perfs est plus que raisonnable et sur ça, je suis totalement d'accord. Pourquoi, le SSD est recommandé? Pour moi, déjà d'une, le rapport qualité-prix, de 2, la qualité. On est sur du Samsung. J'ai jamais entendu parler, de gros soucis, répétitifs ou autres sur des Samsung. Il est vraiment, efficace et il y aura pas de souci avec lui. Après, pour le moment, il est à un certain prix, il est un bon rapport qualité-prix. On est le 17 avril, ça serait intéressant de revenir, par exemple, le 17 mai pour voir si c'est toujours le cas. On continue du coup, sur la chaîne, sur le Discord pardon, avec du coup un article sur Zorin OS 18.1 pareil que j'ai trouvé dans ma veille techno. Donc déjà la version light de retour, et est-ce que c'est vraiment la bouée de sauvetage pour vos vieux PC du coup qui étaient sous Windows? Oui, si vous cherchez une distro Linux qui est simple, robuste, propre, accessible à tous les utilisateurs, je dis bien tous les utilisateurs, ceux qui arrivent de Windows, ceux qui sont déjà sous Linux, peu importe, elle est vraiment user-friendly, elle est destinée à mon sens pour tout le monde. C'est une distro qui est pensée déjà pour vous permettre de quitter Windows facilement, à tel point que vous allez pouvoir lancer plus de 240 applications Windows. Il va les détecter. S'il ne peut pas vous les faire tourner, il va automatiquement vous proposer des applis alternatives sur Linux. Déjà, rien que ça, c'est
Personnellement, je crois que c'est la seule, distro qui fasse ça. Arrêtez-moi, hein, si je dis des bêtises dans les commentaires, dites-le moi, mais j'ai encore jamais eu de distro Linux qui me proposait une alternative Windows et j'ai encore jamais pu, faire ça, sur n'importe quelle autre distro. Donc déjà ça, c'est un énorme point fort. Les améliorations, sont vraiment concrètes, c'est pas juste une mise à jour cosmétique comme, Microsoft, ont plutôt tendance à le faire avec Windows. Donc il y a un nouveau noyau, une meilleure compatibilité matérielle, l'amélioration du bureau. On a du coup plus de stabilité, une meilleure prise en charge des machines récentes, forcément une expérience beaucoup plus fluide au quotidien, donc d'après IT Connect. Le retour, de la version light, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, il a été pensé pour les vieux PC, pour les «antiquités» entre guillemets, après sans trop exagérer, mais bon, de toute manière, il est basé sur XFCE, donc il sera léger et rapide. Elle est simplifiée l'interface, donc elle est peut-être un petit peu plus archaïque au niveau visuel, mais si vous avez un PC qui a une dizaine d'années, beh, au moins ça tournera. Donc, on peut redonner vie à un vieux PC, pour son enfant, pour l'école et cetera. Traitement de texte, recherche internet et tout. Ça peut toujours servir, surtout avec l'augmentation des prix actuels. Donc finalement, Zorin OS, constitue, une solution pour vous sortir en fait, du carcan des mises à jour Windows, de l'obsolescence programmée et cetera et surtout, ça rend Linux beaucoup plus accessible à tous. Alors là, celle-là, c'est un scoop. Hem, donc on avait avant Adobe pour, les photos, la vidéo et cetera et on avait, DaVinci Resolve qui, eux, étaient là pour la vidéo et qui étaient gratuits, qui faisaient autant bien que les logiciels d'Adobe. Maintenant, ils se sont attaqués à un nouveau segment, ils vont faire de la photo. Donc, le tueur de Lightroom, DaVinci Resolve 21 vs Lightroom. Moi perso, je pense que ça peut vraiment faire mal. Maintenant dans l'article, on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc DaVinci, Resolve 21 débarque, et il ne fait pas que de la vidéo, il s'attaque à la photo. Donc Adobe peuvent commencer vraiment à regarder dans le rétro parce que, du coup, il va permettre l'import, le tri, la retouche, la gestion des RAW et des outils, avancés, directement intégrés. On pourra gérer les photos, les vidéos dans un seul logiciel, explique Clubic. Du coup, ça permettra en fait, de gagner du temps, de ne pas passer par 10 000 logiciels et même à la rigueur, de faire le montage de sa photo, hop, l'intégrer, dans son flux de travail pour ensuite le mettre dans la timeline, dans la vidéo. Donc ça aussi, c'est un sacré gain de temps. On pourra faire la correction des couleurs, la retouche avancée, apporter des masques, de la netteté, du bruit. On pourra aussi avoir des outils issus du monde du cinéma qui nous permettront de jouer sur les ambiances, luminosité, contraste, etc. Et j'en passe. Je vous laisserai découvrir si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez l'installer. Au niveau tout simplement de Lightroom, et si on le compare à Lightroom, on n'aura pas d'abonnement alors que Lightroom, c'est payant et c'est quand même assez cher. Les logiciels Adobe ne sont pas donnés. Ça peut vraiment faire réfléchir Adobe et peut-être soit les forcer à baisser leur prix, ce qui serait plutôt pas mal, ou alors à proposer quelque chose d'encore plus qualitatif, et là pourquoi pas. Euh, du coup, est-ce que DaVinci va remplacer Lightroom? Pas totalement encore, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée courbe, on va dire, d'apprentissage pour le moment avec les outils, mais je suis persuadé que ça va s'arranger avec le temps. Donc ils sont en train de faire un sacré pas en avant. Il devient vraiment un sacré concurrent pour Lightroom et je dirais même, un sacré outsider parce que s'ils font pas gaffe, ils vont se faire dépasser et ils l'auront pas senti passer et ni venir. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous préférez, malgré tout Adobe pour, on va dire, ceux qui en ont l'habitude, la simplicité d'utilisation ou alors tout simplement, vous préférez rester,
heu, sur DaVinci parce que, déjà d'une, pour les vidéos, il est gratuit et si en plus maintenant il propose les photos, ça sera vraiment intéressant. Personnellement, j'ai utilisé DaVinci, en tout cas j'ai essayé, j'ai peut-être pas trop pris le temps, parce que je ne l'ai pas. Je le trouve en effet un peu trop complexe, mais par contre, jamais de la vie je cracherai dessus. Je sais beaucoup trop, la qualité que ce logiciel peut vous apporter en montage. Il suffit juste, de regarder, les vidéos que Capitaine Groschat, peut faire et on comprend très vite la puissance de ce logiciel. Allez, on passe à la news suivante. Allez, c'est parti. Du coup, là, toujours sur le Discord et en mode, Terminator. Du coup, on se retrouve, sur un article, qui parle d'OpenAI qui vont débrider leur IA. Alors, attention à tous ceux qui sont anti-IA, lâchez pas tout de suite les fauves. Il y a quand même des conditions. Ils vont en effet assouplir les limites de ChatGPT sur le modèle du coup, 5.4 qu'ils auront nommé Cyber. Donc déjà, ça sera, une version spéciale, payante, qui sera pas accessible à tout le monde. Avec des restrictions, qui sont volontairement réduites. Qu'est-ce que ça va réellement changer en fait? Hem, du coup, actuellement, certaines demandes sensibles sont bloquées. Quand je dis sensibles, je parle pas, de porno ou autre, hein. Je parle des demandes, pour du code, de piratage, de tests, même de sécurité informatique et cetera. Le but, c'est de rendre les modèles d'IA comme, ce modèle GPT Cyber, plus permissif au niveau de ces requêtes-là, qu'il en accepte beaucoup plus et du coup, ça leur permettra, en fait, de moins être bloqués et surtout de moins avoir ces garde-fous qui parfois, bloquaient des requêtes qui étaient totalement, légitimes et on va dire fondées sur des bonnes intentions, d'après ce que IT Social expliquait. Le seul point délicat, c'est les capacités, hein. Si on peut défendre, on peut attaquer. Donc forcément, un petit peu comme n'importe quelle techno, n'importe quelle invention dans l'histoire de l'humanité, on a toujours les 2 tranchants de la lame et il y a toujours le revers de la médaille malheureusement. Plus de puissance, ça veut forcément dire plus de risques. Il va falloir faire en sorte d'avoir des sacrés garde-fous, pardon. Mais, OpenAI, je pense, ont pris, une bonne direction dans la régulation. En fait, ça va être un accès limité à des profils vérifiés. Donc ça va pas être n'importe qui pourra le faire. Le système, sera basé sur les niveaux d'utilisateurs. Donc même si vous avez été approuvé, ça sera basé ensuite sur votre niveau, donc je pense que vous aurez accès à telle ou telle fonction ou on va dire à plus ou moins de puissance de calcul ou de résultats, en fonction du niveau que vous aurez et dans tous les cas, hem, toutes ces requêtes-là, seront basées du coup sur votre identité. Donc vous aurez, moins, de risques, du moins on aura moins de risques d'avoir des soucis avec des personnes se servant de ce modèle-là parce que, ils vont être quand même encadrés et s'il y a quelque attaque mal intentionnée que ce soit qui, a été émise par du code sorti de ce modèle-là, on retrouvera la personne. Je vous vois arriver aussi, il y en a qui vont me dire: «Oui et les fausses identités et cetera». Je sais pas encore comment ça va être filtré, c'est juste une news. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, en commentaire. Je sais qu'il y en a qui vont, du coup, me parler des scénarios, hein, Matrix, Terminator et cetera, iRobot. Heu, Perso, je suis un petit peu, d'accord. Petit à petit, on lâche la bride, c'est bien. C'est beaucoup plus puissant, mais par contre, il faut qu'on en reste maître. Mais à côté de ça, quand on voit la puissance, des IA et le gain de temps que ça peut, nous apporter quand, on sait correctement les utiliser, je me dis que c'est bête de s'en priver. Ça peut de toute manière nous faire gagner du temps, surtout, à l'ère où on doit passer par une sécurisation drastique des appareils. Il faut pas se priver de l'IA pour nous aider.
parce que quand il y aura les ordinateurs quantiques, là, ça va être encore autre chose. On se retrouve du coup encore pour un autre article, toujours dans le monde de Linux cette fois-ci. Donc l'État français lâche Windows pour Linux. Je sais pas si vous l'avez vu passer, si vous avez un petit peu de veille informatique ou tout simplement si vous suivez un petit peu les news du monde informatique. Perso, j'ai pas trop le temps de regarder la télé, donc je sais pas si on en a parlé à la télé ou pas. Mais bye bye Windows et bonjour Linux. Alors ça va être dans un premier temps pas pour la majorité des fonctionnaires, hein, mais ils veulent petit à petit lâcher Windows et se baser en fait sur un système Linux, donc basé sur NixOS. Pour ceux qui connaissent pas NixOS, je vous invite, si vous le connaissez pas déjà, à aller sur le Discord et le site Gaming Linux France, où vous pourrez voir du coup GLFOS basé sur NixOS et aller aussi sur la chaîne de VinceFF pour découvrir un petit peu les projets, en tout cas les projets de l'équipe de GLF autour de Nix. L'avantage de Nix, c'est que c'est un OS déclaratif, donc à partir du moment où on a en fait tout déclaré dans un fichier bien précis dans la configuration, on obtient un OS reproductible à l'infini. Il suffit de bien en configurer un dès le départ et ensuite on reproduit et on peut installer en masse et ça devient hyper pratique. L'État français donc ont décidé de se baser sur ça pour un petit peu se délivrer petit à petit de Microsoft. Et de moins dépendre du coup d'entreprises étrangères, etc. Ça rentre aussi dans les directives européennes et les projets européens de souveraineté numérique. L'avantage de Linux, c'est l'open source, c'est modifiable et indépendant. On a plus de contrôle, plus de sécurité et moins de dépendance aux GAFAM. Par contre, ils ont bien dit qu'il n'y aurait pas de changement brutal. Ils vont faire une migration progressive parce qu'il faut quand même former les utilisateurs. Il faut remplacer certains outils. Ça se fait pas comme ça en 2 secondes. Surtout l'État, j'imagine que c'est un immense paquebot, hein. C'est, je crois, une des plus grosses entreprises, la plus grosse entreprise, hein, de toute manière en France, l'État. Donc il faut travailler sur les compatibilités, il faut former les gens comme je le disais. Et une chose importante, c'est pour ça que j'ai mis un sourire à côté, c'est les habitudes. On sait que quand on change aux utilisateurs leurs habitudes, il y a des frictions quand même, hein, il y a pas mal d'effets de friction et ça, faut arriver à le passer. Euh, il faut quand même arriver à faire digérer aux gens le fait qu'ils sont plus sur Windows, ils utilisent plus telle ou telle chose comme ci, comme ça. Maintenant, au lieu d'aller cliquer là-bas, il faut cliquer ici. Alors, pour des utilisateurs avancés, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça paraît anodin. Mais je vous garantis que pour certains utilisateurs ou utilisatrices, notamment par exemple des personnes qui sont bientôt à la retraite, ça risque un peu de grincer des dents quand même. Donc la transition va être longue. C'est déjà un petit peu en place, hein. La gendarmerie utilise déjà Genbuntu. C'est pas nouveau, mais là en tout cas ça s'accélère. Et du coup, je crois que de mémoire, alors là je l'ai pas, mais ça va s'appeler Securix et Bureautix. Donc ça sera en fait le principal basé sur Unix sera Securix. Et ils ont fait une variante, on va dire, pour les bureaucrates de l'État qui sera Bureautix. Pour le moment, en tout cas, c'est tout ce que j'en sais, mais franchement, ça fait enfin plaisir de voir Tux sur le drapeau français. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais moi je suis vraiment content parce que la France s'implique de plus en plus dans le monde Linux et ça fait vraiment plaisir. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires pour me dire ce qui vous a le plus plu, lequel est l'article qui vous a le plus plu. Si vous connaissiez pas la chaîne, que vous la découvrez et que vous voulez continuer à voir les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. En gros, si je dois résumer, du coup, on a plus de contrôle mais plus de complexité, plus de puissance mais plus de risques et plus d'alternatives. Mais par contre, il y aura plus de choix. N'hésitez pas aussi et surtout, même n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord. Surtout, venez en masse.
Je me languis vraiment qu'on puisse enfin, partager tous en direct et non pas dans les commentaires, à quelques heures d'intervalle. Je peux pas garantir que je serai 24 heures sur 24 dans le Discord, mais en tout cas, j'essayerai d'y passer le plus régulièrement possible pour pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, je fais un clin d'œil, à toutes les personnes qui sont déjà dessus et qui ont choisi du coup de me rejoindre et je suis vraiment ravi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien.